cette belle introduction. Je crois que tu as posé la question, hein, la participation, c'est quelque chose de nouveau et on entend beaucoup parler de participation. Donc moi, Bernard Jacob, je viens du service fédéral en fait, hein, je travaille aux réformes des soins en santé mentale depuis la première heure, depuis 2009 maintenant. Donc j'ai mis en place la réforme des soins en santé mentale pour adultes en 2010 et puis la réforme des soins en santé mentale pour enfants en 2015 et puis tout le travail sur les internés. Et maintenant, vous connaissez les soins psychologiques dans la première ligne, hein, qui est un de nos dossiers actuels, mais aussi et surtout l'avenir, hein, qui se met devant nous et qui sera vraiment, je pense, l'aboutissement de tout le travail que l'on fait depuis tellement d'années, c'est-à-dire les soins intégrés à la fois les soins chroniques et les soins en santé mentale dans une même vision, qui est une vision populationnelle, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse plus uniquement à des personnes qui ont des problématiques de santé mentale, on s'adresse à la population en général. Et ça, je pense que ce sera vraiment l'aboutissement de tout le travail dont vous êtes les artisans absolument de terrain, hein, les personnes, je vais dire, les plus importantes, hein, dans la mesure où c'est vous qui faites le travail au quotidien. Donc voilà, très rapidement, je vais essayer de trouver la bonne flèche parce que je ne suis pas... Ah, il y a la télécommande. Ok, merci. Vous m'excuserez, hein, c'est parce que j'ai des problèmes c'est trop petit à l'écran et c'est trop grand ici, donc je vais le mettre ici. Donc voilà. Alors, la place des usagers et des proches, ça devient une réalité, et tu as raison. C'est pas quelque chose de nouveau en fait, hein. Au niveau des adultes, déjà, on avait eu des pionniers locaux avec les années au début des réformes. On avait dit il faut absolument que si on fait des réformes, si on fait des réorganisations de systèmes de soins, il faut associer les usagers et les familles à nos travaux. Et déjà, à ce moment-là, déjà, on était regardé bizarrement par toute une série de partenaires de réseau parce qu'ils se disaient, mais enfin, pourquoi intégrer dans nos réflexions les usagers et les proches, hein? Nous avons déjà assez, nous, la science et la connaissance, nous savons ce qu'il faut faire, mais nous avions une autre idée. Nous pensions que si on travaillait pour réorganiser un système de soins pour des personnes, il fallait impliquer ces personnes, puisque c'était pour elles qu'on faisait ce travail. Et alors il y a des pionniers, là, j'ai pris quelques-uns. L'Institut Wallon pour la santé mentale en 2003, hein, déjà avait intégré dans son comité d'administration des usagers. Vous connaissez les familles similaires, hein, c'est connu depuis des années. Citoyen qui a fait un travail très intéressant en Wallonie, et bien sûr la LUS et le CRESAM, ce sont, on peut dire, des pionniers de la participation. Alors en 2007, le service public fédéral a mis en place ce qu'on appelait les projets thérapeutiques, et là on peut dire qu'on a compris dans la concertation, donc dans la mise en commun des acteurs autour d'une personne quand on fait par exemple un plan de soins ou un plan d'aide, que la participation de l'entourage était vraiment très importante. C'est-à-dire qui fait quoi quand, et que cet usager, ses parents, comprennent aussi pourquoi, et sachent dans quel programme ils allaient s'inscrire. Mais on a vu, et c'est pour ça que je fais une courbe descendante, que ça n'avait pas bien pris à cette époque-là. On l'avait bien compris, certains, mais on n'avait pas, je pense, le public n'avait pas bien pris en considération ce que c'était. Par contre, en 2010, dans le cadre de la première réforme des soins en santé mentale adulte, alors là, on a vraiment, dès le départ, mis des moyens considérables pour associer et intégrer les usagers et les familles dans les travaux que nous menions. Et c'est un budget considérable, parce que ça fait 14 ans maintenant que les usagers et familles reçoivent plus ou moins 300 000 € par an. Donc faites le calcul, on est à plusieurs millions d'euros pour que les usagers et les familles nous donnent leur avis sur les travaux que nous menons. Alors je vous l'ai dit, en 2010, on avait démarré la réforme des soins en santé mentale adultes. En 2015, on met en place une nouvelle politique des soins en santé mentale pour enfants et adolescents. On a un autre mode de fonctionnement, je dirais, parce qu'on a une expérience quand même, hein, on a quand même une expérience avec les adultes, tout en sachant que ça n'a rien à voir, hein, bien sûr, hein, mais il y a quand même une continuité. Hein, Louis l'a dit, hein, je pense que la réforme des soins en santé mentale pour adultes commence à 16 ans, et la nouvelle politique des soins en santé mentale pour enfants et adolescents va jusqu'à 23 ans. C'est un travail
de titan d'écrire un plan stratégique, je vais dire, de réforme. C'est un travail de titan. Pourquoi? Parce que la santé mentale, vous le savez, c'est une matière qui est explosée entre 8 ou 9 ministres. La santé mentale pour les adolescents, c'est 9 ministres compétents. Et nous devions écrire une réforme qui allait en prendre en considération les compétences, aussi bien fédérales que des régions et communautés. Donc un travail de titan qui avait toujours, et ça vous devez savoir, nous suivons depuis le début les visions et les objectifs de l'OMS, donc renforcer le leadership, fournir des services de santé mentale intégrés, cette notion d'intégration. Et j'ai entendu tout à l'heure, quand les personnes venaient et en entendant le nouveau délégué, qu'il y a ici des personnes qui viennent de tous azimuts, et ça c'est déjà un bon résultat. Des stratégies de promotion et de prévention, bien sûr, on est vraiment, c'est un des objectifs que nous poursuivons maintenant avec la mise en place des soins psychologiques dans la première ligne. Les systèmes d'information, les bases factuelles, la recherche dans le domaine de la santé mentale, je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux, mais enfin, bon, on a quand même pas mal pour le moment de recherche. Alors, la participation des enfants et de leurs enfants et de leur entourage. Donc je vous dis, on ne part jamais de rien. On avait cette expérience de 2010, mais aussi on avait un avis du Conseil supérieur de la santé qui disait à la fin, il faut intégrer les enfants, les adolescents et leur entourage dans les travaux que vous menez. Le Conseil supérieur de la santé donne toujours des avis sur des questions qu'on leur demande, et cette question-là avait été posée, et ils avaient dit oui, ce ne sera pas facile, mais il faut le faire. Et alors nous avions mandaté deux chercheuses de l'université de Gand pour faire un rapport projet pilote sur la participation des enfants, et les conclusions étaient les mêmes. Même s'il faut trouver d'autres voies qu'avec les adultes, il faut absolument intégrer les enfants et les adolescents. Donc là, une finalité est de renforcer et optimiser une réelle participation et l'implication active des enfants au niveau des soins en santé mentale. Et quand on lit quelques passages de ce plan stratégique, en fait, qui est le guide que tous les travailleurs qui sont dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence devraient connaître, vous voyez en dessous, ici en dessous, ce sont tous nos partenaires. Donc, on a la Communauté française, on a la Communauté germanophone, on a la Wallonie, on a l'État fédéral, on a Bruxelles, on a la Flandre. Vous voyez à quel point mettre un plan fédéral en place, c'est extrêmement compliqué, parce que c'est autant de ministres que de personnes des administrations. Donc il y a deux langues, mais il n'y a qu'un seul guide, et c'est le beau guide. Donc on lit à certains moments qu'il faut du dialogue, de la transparence, de la participation, d'implication. Donc il faut que le comité de réseau, alors là je vais dire en deux mots tout simplement, les réseaux sont gérés et organisés par des comités de réseau, et il faut que dans les comités de réseau, tous les partenaires opérationnels soient représentés, donc des mandataires, et l'accent sera toujours mis sur la participation des enfants, des adolescents et de leur entourage. Et nous on s'engageait là-dedans, je vais dire, parce qu'on s'était entouré d'experts pour faire aussi ce guide. Naturellement, ce ne sont pas que des politiques et administrations qui ont écrit le guide, mais quand même, malgré tout, on avait certaines inquiétudes. Ça, ce sont en fait les réseaux dont parlait tout à l'heure Louise. Il y a un réseau par province, et il y a, bien sûr, maintenant, on va y arriver, un coach participation. Alors, très rapidement, la vision des réseaux, c'est ceci. C'est l'approche globale dans toutes les composantes de soins. C'est l'approche qui est générale. Donc, encore une fois, on ne s'adresse pas uniquement à des enfants qui ont déjà développé des problématiques. On va vraiment maintenant de plus en plus vers une approche populationnelle. C'est un changement de culture total. Ça, il faut bien se dire que c'est un changement de culture. Auparavant, on se focalisait sur les enfants qui ont des problèmes ou des adultes, et on se rend compte que les problèmes, ils sont bien avant, et qu'il faut intervenir là où les publics sont vulnérables. Donc, la dimension détection précoce, justement, je viens d'en parler, prévention est essentielle. Donc, il est capital, et on le redit de nouveau là, que l'enfant et l'entourage soient traités dans son propre environnement. Ça aussi, c'est une des volontés de toutes les réformes que nous menons. C'est pas de la désinstitutionnalisation, ce n'est pas de l'antipsychiatrie, c'est rien de tout ça, c'est ce qu'on a dit au départ, c'est qu'il y avait un combat et qu'on allait
on allait fermer les hôpitaux psychiatriques. C'est pas du tout vrai. C'est simplement se dire que autant que faire se peut, tant que c'est possible, autant traiter les personnes dans leur milieu de vie. Et la crise peut être traitée dans un milieu de vie, elle n'est pas nécessairement obligée d'aller vers les structures hospitalières. Alors ça, c'est important aussi de tenir compte des déterminants de la santé. Donc on a fait tout un travail, toutes des études assez complètes sur 3 déterminants qui sont la prévalence, la population et le niveau socio-économique. Et tout maintenant dans nos travaux est basé sur ces 3 déterminants pour les subsides que nous octroyons aux différents réseaux. Donc c'est mis enfin, là, il faut tenir compte du contexte socio-économique, et la politique concerne les enfants et les adolescents, et veillera, et ça c'est une peut-être erreur de dire que, notamment en lien avec les projets 107, ça ne veut pour ainsi dire rien dire, les projets 107, c'est les projets des adultes, c'est les réformes des adultes en fait, le projet 107. Voilà, j'espère que ça fonctionne. J'ai ici une petite vidéo, mais là j'ai besoin de la technicienne. Je trouve que les enfants et les jeunes doivent avoir plus de participation. Ils ont aussi le droit de donner leur opinion sur des choses. Ook gewoon omdat kinderen vaak echt goed weten wat dat ze nodig hebben, wanneer dat ze dat nodig hebben. Kinderen die denken vaak anders dan volwassenen. Ils sont peut-être un peu plus créatifs ou un peu plus ouverts, quoi, esprit. Si les jeunes se sentent entendus, ça augmente leur motivation pour travailler ensemble. Want als je het bijvoorbeeld vraagt aan de ouders, kunnen zij wel zeggen van dit is goed voor ons kind. Maar als je het vraagt aan de kinderen zelf, dat je misschien een beter inzicht gaat krijgen. Want elk kind heeft een andere mening. Ze zijn misschien jong, maar ze hebben ook een unieke kijk op de dingen soms. En dat is ook wel goed om alle standpunten te hebben. Toch wel de mening vragen, zeker. Er zijn nog altijd, dat is heel jammer, veel jongeren die met psychische problemen kampen, met een slechte thuissituatie zitten en dat soort dingen. En het is zeer, zeer spijtig dat ik moet zeggen dat er nog altijd heel veel onduidelijkheid zit over waar dat zij terecht kunnen. Donc, je pense pas que les enfants ils ont vraiment une bonne connaissance de problèmes mentaux ou trucs dans le genre. On n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur la santé mentale. Voor de rest denk ik dat het toch wel nog veel verbetering kan zijn in echt specifiek met de jongeren communiceren. Se mettre au même niveau de l'enfant, donc pas créer une hiérarchie. Dat je de dingen goed moet uitleggen, allee, in onze taal ook. Il y a probablement des sites, mais ils sont pas très connus. Instagram, Facebook, Twitter. Instagram. Ja, Instagram en zo. Sur Instagram ou sur YouTube, ou des films, des vidéos. Ik vond dat wel leuk om te doen. Eigenlijk, ja, om mijn inspraak eens te geven. Want dat wordt niet zoveel gedaan. Bij jongeren vooral, dus ja, ik vond dat wel leuk. Nous, les enfants, les ados, on est le futur aussi, donc du coup, c'est aussi important parce que plus tard, on sera aussi des adultes. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Je voudrais faire ça encore une fois, peut-être. Dat ze zo vaker een keer gaan kijken van wat denken de kinderen. Omdat, ja, wij leven hier ook, hè. Alors, maintenant, la participation telle que nous l'avons vue, qu'est-ce que ça signifie? Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ce qui est écrit là, et why not, hein, c'est pour ça qu'on est là ici. Mais voilà, la participation des enfants et des adolescents dans le domaine de la santé mentale suppose le point de vue et la parole des enfants et des adolescents sont tout aussi pertinents et à part égale que ceux de leurs parents, proches, prestataires de soins et décideurs politiques. Ça, c'est quelque chose de délicat à dire. Mais il faut le dire et il faut oser le dire, et il faut avancer là-dedans. Alors, on a
on avait repris, en tout cas quand on a commencé à travailler, les fondements généraux, je veux dire. Donc tout le monde peut participer, qu'on soit usager, et je l'ai dit, ou non encore usager. Et le terme usager, moi j'aime pas en fait, mais on n'a jamais trouvé quelque chose de plus mauvais ou de moins bon, je ne sais pas, et on parle d'usager en général. Mais il faut prendre en considération que les enfants et les adolescents sont en constante évolution. C'est différent que ce qu'on avait comme référence au niveau des adultes, notamment. La participation peut se concrétiser aussi dans tous les domaines des soins en santé mentale, la prévention, la détection, le dépistage, le traitement, la réadaptation. Les domaines de la santé mentale des enfants et des adolescents dans lesquels la participation peut avoir lieu sont les suivants: soins en santé mentale, enseignement, protection sociale, soins en personnes handicapées, justice, donc tous les domaines. Il faut maintenant que les enfants puissent donner leur voix, faire partir des discussions dans tous les domaines. Et il faut toujours se baser sur une vision globale des enfants. Il faut avoir une confiance en ce que les enfants et les adolescents sont capables de faire et les soutenir dans ce qu'ils ne sont pas encore capables de faire. Et la participation présuppose naturellement des connaissances. Les connaissances, compétences et attitudes et une formation. Pour les adultes, on avait eu la même chose. Au départ, c'était vraiment même violent de mettre autour de la table des usagers ou des représentants des familles avec des professionnels dans des discussions qui étaient à des niveaux, je dirais, de connaissance par les personnes elles-mêmes vraiment trop élevés ou en tout cas qui n'étaient pas leur langage. Donc ça, on a appris quand même qu'il fallait être particulièrement attentif à ça. Donc ceci, c'est ce que les collègues ont défini comme l'évolution, je dirais. On va d'abord informer, on va consulter, on va impliquer, on va collaborer et on va co-décider. Ça, c'est une grille que vous connaissez certainement, c'est une grille qui est souvent utilisée. Il y a d'autres méthodologies, bien sûr, mais c'est cette vision quand même qui existe, c'est cette vision qu'on va partir de l'information, voire même de l'explication, de la compréhension de ce que sont ces textes parfois bien difficiles, et on va aller jusqu'à cette co-décision. Et je peux vous dire qu'au niveau des adultes, et j'espère que ça sera comme ça au niveau des enfants aussi, les adultes co-décident. Hier, j'avais un comité d'accompagnement avec le projet participation et les usagers. Stéphanie était présente et ils ont demandé aussi de changer la manière de travailler et on va engager d'ici quelques semaines des coachs participation aussi au niveau des publics adultes dans les semaines qui vont venir. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme critère? Eh bien, d'abord, il faut un espace. Vous voyez au-dessus à gauche, il faut un espace, il faut une voix, donc il faut faciliter via les médias, il faut pouvoir donner ces messages, il faut un public, il faut que tout ça soit naturellement entendu, et il faut une influence, pour tout ça pour influencer, donc ça veut dire que petit à petit, les opinions doivent être prises en compte de manière appropriée. C'est aussi un schéma que j'ai piqué naturellement aux experts, mais vous voyez ce mouvement qui est à peu près le même de ce qu'on avait dit. Alors les recommandations du projet pilote dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un peu les mêmes. Former les réseaux et les prestataires de l'aide de soins, de l'aide et de soins au sein des réseaux. C'est vrai qu'on inscrit maintenant aide et soins parce que on n'est plus dans la vision des soins en santé mentale. On est dans une vision beaucoup plus large de l'aide et des soins. Et si on continue à parler des réformes des soins en santé mentale ou parler des soins en santé mentale, par définition, tout un public s'exclut ou dit mais on n'a rien à voir avec ça. Nos enfants dans notre école ne sont pas des enfants qui ont des problèmes. Ne venez pas psychiatriser les écoles, ne venez pas psychiatriser la société. Ce n'est pas ça du tout le but. Le but que nous poursuivons, c'est vraiment d'aller chercher les publics vulnérables, d'aller vers et de soutenir, je dirais, tous les réseaux existants, que ce soit l'enseignement, que ce soit les milieux sportifs ou culturels, et aller au plus proche de la population, là où ils vivent, pour aller essayer de déceler, de reconnaître les publics vulnérables et déjà intervenir si nécessaire. C'est pour ça que maintenant on a ajouté aide et soins. Donc il faut informer, il faut impliquer, il faut mettre en place une recherche scientifique et un suivi. On n'a pas encore sur ce domaine-ci de chercheurs, mais on le mettra bien sûr. Et il faut intégrer ce processus participatif au niveau de la politique des réseaux. Alors, c'est vrai qu'on a alors décidé, et c'était
les demandes, en tout cas de toutes ces recherches qui avaient été faites auparavant, des recommandations, on a imaginé cette notion de coach participation. Alors c'est vrai, un coach participation par province, que voulez-vous qu'un coach participation fasse sur une province? C'est un début, bien évidemment, il faut toujours commencer, et je pense qu'on est un des rares pays, en tout cas à travers l'Europe, à avoir cette importance de la participation des enfants et des adolescents. Des adultes, c'est devenu, je vais dire, assez courant, mais des enfants et des adolescents, c'est quand même assez novateur, et on n'est pas fâché de ça. Ce sont des moyens fédéraux, donc ça vient du ministère fédéral de la Santé. Il faut vous dire que notre ministre actuel, que vous connaissez bien sûr, est particulièrement intéressé à ce projet-là, et il va demander bientôt des comptes au coach participation, je vous en informe déjà. Et alors, ils ont un plan d'action. Donc ils doivent mettre des informations adaptées, ils doivent développer des initiatives à différents niveaux, je ne vais pas revenir sur tout, parce que sinon on prendra trop de temps, mais c'est le niveau micro, naturellement, le plus important, peut-être celui des enfants eux-mêmes, qu'ils puissent prendre des décisions qui les concernent. Moi je pense que c'est un peu ça aussi le but, même si le but est politique quelque part et que c'est... il ne faut pas que ce soit simplement, je vais dire, sexy, d'avoir une idée comme ça de mettre et d'impliquer les enfants et dire c'est bien. Non, il faut vraiment qu'à un moment donné, au niveau micro, c'est-à-dire au niveau des enfants eux-mêmes, ils puissent avoir à un moment la possibilité de dire ce qu'eux ont comme projet. Et je pense que c'est ça un peu ce changement de culture dans toute cette vision de l'aide et des santé mentale, c'est qu'on va se focaliser plutôt sur les besoins des personnes plutôt que sur les psychopathologies. Et ça aussi, c'est quelque chose de très, très nouveau que mes collègues ou certains collègues qui sont au fédéral entendent tous les jours maintenant. Donc bien sûr, au niveau méso, ils vont devoir travailler avec les institutions et les différents endroits où ils se trouvent. Et au niveau macro, des recommandations à l'intention des autorités politiques compétentes. J'espère vraiment que les coachs participation feront le même travail que les usagers adultes ont fait par le passé et auront cette possibilité d'être reçus, mais je pense que ça sera comme ça, avant la fin de la législature par le ministre pour écrire une sorte de cahier, je vais dire, une charte de recommandations et qu'il y ait une continuité et même un développement pour les années à venir dans cette politique. Donc cette politique participative en santé mentale, de l'aide à la santé mentale, ne peut être considérée, concrétisée sans leur participation des enfants. Et c'est une vision qu'on a, une vision bottom-up. Je peux vous dire, moi je suis là depuis maintenant 14 ans. 14 ans, j'ai travaillé avec les trois ministres fédéraux. Et on a toujours continué le même fil rouge, qui est cette notion de bottom-up. C'est-à-dire que je n'ai pas vu un projet qui était un projet vraiment top-down, où on dit à partir de demain, c'est comme ça qu'on travaillera. Non, je pense que c'est chaque fois, oui, bien sûr, il faut avoir des projets, il faut les écrire. Les guides, on les a vus, on les a revus, on est en train de réécrire d'ailleurs le guide des adultes, parce que les choses évoluent, parce que la société évolue, parce que les problématiques évoluent, et je pense que cette idée de faire remonter du bas vers le haut et de faire redescendre en permanence, d'avoir ces échanges, nous permet en tout cas d'avoir des résultats plus ou moins positifs. Alors ben oui, irons-nous vers, et ça se m'adresse, je peux passer la parole au délégué, est-ce qu'on va vers une société participative, monsieur le délégué? En tout cas, c'est une révolution, une évolution plutôt culturelle que je voulais vous présenter. Et je félicite en tout cas vraiment, parce que je les entends par mes collègues, les coachs participation et cette organisation d'une journée ici à Liège qui est la première, je pense, de tous les coachs participation sur le territoire. Merci en tout cas pour votre attention et je reste à votre disposition pour les questions s'il y en a.